IDFM 98, deuxième partie de notre émission Décryptons le monde, numéro 15, avec Gérard Vespierre, notre analyste géopolitique. Gérard, vous nous proposez maintenant de faire un grand bond vers le Pacifique, à l'image du grand bond en avant lancé par Mao Tse-tung pour son pays. Nous allons en effet évoquer les évolutions nombreuses de la Chine et de la société chinoise au cours de ces dernières semaines. Alors Gérard, selon vous, que s'est-il donc passé de particulièrement important au cœur de la deuxième puissance mondiale lors de ces dernières semaines ? Jacqueline, je ne veux pas me métamorphoser tout d'un coup en philosophe, et encore moins en philosophe chinois, mais je serais tenté de dire que le très visible n'est pas forcément le plus important. Que veux-je dire par là ? Eh bien que la société chinoise et l'économie chinoise, au cours de ces dernières semaines, ont été marquées par un très grand nombre de décisions qui n'ont pas fait les grands titres des journaux et des médias, mais qui sont de toute première importance. En effet, tout se passe comme si la Chine se mettait dans un nouvel ordre, que j'irais jusqu'à qualifier de nouvel ordre de bataille. Elle organise son front de l'arrière, la société chinoise, comme elle organise son front de l'avant, sa force militaire. Voilà pour le moins une expression particulièrement forte, d'autant plus forte que vous ne nous avez jamais habitués, cher Gérard, à exprimer des idées ou des visions aussi radicales. Quels sont donc les ressorts de ce changement ? Dans quel domaine les avez-vous identifiés ? Eh bien, il s'agit, Jacqueline, d'un ensemble de décisions relevant de plusieurs domaines et des décisions qui ont été prises depuis un an et depuis quelques semaines. Donc, on a une concentration dans le temps. D'abord, la direction des grandes entreprises. Et on fera une distinction avec, deuxièmement, la gestion financière de ces grandes entreprises qui a été un autre axe d'action du gouvernement chinois. Enfin, il y a un troisième volet qui est celui du comportement social vis-à-vis de la jeunesse. Et ce comportement a deux pôles, premièrement le scolaire et deuxièmement le média. Enfin, la permanente pression croissante de la Chine vis-à-vis de tous ses voisins, philippins, vietnamiens, malaisiens, japonais, en mer de Chine. Vous voyez, cela fait beaucoup et tous ces changements sont intervenus particulièrement ces dernières semaines, ce qui leur donne encore plus de force et de sens. Tout cela apparaît comme une remise ou une nouvelle mise en ordre en vue d'une nouvelle marche en avant dans des temps plus difficiles. Plus difficiles pas seulement à l'extérieur de la Chine, mais aussi à l'intérieur de la Chine. N'oublions pas le vieillissement à venir qui sera rapide dans sa population, qui aura plus de 25% de personnes âgées de plus de 65 ans en 2030. Impressionnant en effet pour un pays de cette dimension humaine et économique de cumuler tant de nouvelles orientations dans un laps de temps aussi court. Vous nous avez indiqué 2 premiers domaines relevant de la sphère économique. Pourriez-vous développer, Gérard Vespierre ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, en mentionnant la direction des grandes entreprises. Il faut comprendre que la direction du Parti communiste chinois, le PCC, a procédé à l'élimination de certains dirigeants, non pas dans une optique de gestion ou de divergence stratégique, mais de divergence politique. À partir du moment où vous avez des grands groupes naissants, puissants, comparables à l'Amazon américain, donc le célèbre Alibaba, vous avez donc des leaders qui apparaissent, ou des leaders potentiels qui apparaissent à la tête de ces grands groupes chinois. Et à partir du moment où vous disposez d'une grande fortune, à partir du moment où vous êtes potentiellement autonome, vous pouvez donc émettre des avis critiques vis-à-vis du système politique. Et donc, l'action entreprise, en particulier auprès donc, d'un patron célèbre,
Jack Ma, justement, le patron d'Alibaba, ses actions ont commencé en 2019 avec des amendes à hauteur de 2,3 milliards d'euros. Donc, il a été débarqué ensuite de la direction de la société. Donc, voyez-vous, là, des mesures extrême. Il a même disparu des radars en début de cette année. Il n'est apparu qu'au bout de 2 mois. Donc, il s'agit non pas d'une mise au pas économique, mais d'une volonté de mettre au pas politique des leaders de grandes entreprises. Deuxième volet, donc dans la fintech, donc les nouvelles entreprises à fort développement financier, eh bien, il y a eu cette même approche radicale, en particulier dans le domaine éducatif, et on reparlera de l'éducatif dans quelques moments. Cette volonté qu'il n'y ait pas donc de pratiques monopolistiques, parce qu'à partir du moment où les entreprises deviennent très fortes et ont un monopole, eh bien, elles deviennent à nouveau potentiellement autonomes. Or, l'autonomie, c'est le grand ennemi du parti. Il ne faut pas être autonome, il faut être suiveur. Bon. Donc, il y a eu donc, dans le secteur éducatif en particulier donc des directives en disant vous ne faites plus de bénéfices, vous ne levez plus de capitaux, vous ne faites plus d'introduction en bourse. Il y a une volonté donc de contrôler le nouveau secteur de la tech impliqué dans l'éducatif. Deuxième volet, cette fois-ci économique, sur les entreprises en difficulté. On ne dit pas assez, mais si la Banque centrale chinoise est riche en devises, les entreprises chinoises sont très lourdement endettées. Et donc, il y a un groupe absolument exemplaire, le groupe Evergrande, 300 milliards d'engagements financiers, 200 000 emplois directs, donc 3 millions d'emplois indirects impliqués donc dans l'immobilier, le tourisme, la santé. Le président a été relevé de ses fonctions, justement, pour des problèmes de gestion financière. Autre exemple, le groupe chinois China Huarong, spécialiste, alors là, un peu d'humour, de créances douteuses, 13 milliards de pertes l'an dernier. Donc son président a été arrêté et son président a été exécuté, n'est-ce pas, pour corruption et polygamie. Il faut entendre par là qu'il avait une ou peut-être plusieurs maîtresses. Donc, élimination physique, ce monsieur est mort, il était exécuté. Donc, voyez-vous, il y a non seulement des directives, des décisions, mais il y a une outrance, un paroxysme dans la décision qui va jusqu'à la mort. Là, nous sommes dans vraiment des décisions d'un poids extrême et qui doivent retenir notre attention, et nous sommes qu'à la moitié des dispositions prises par le parti. Oui, encore une fois, très impressionnant, tant par l'ampleur des problèmes que par la radicalité des décisions contre les dirigeants. Donc pour vous, Gérard, il y a là une reprise en main par le Parti communiste chinois, le PCC, de pans entiers de l'économie. Mais vous nous avez aussi signalé d'autres domaines d'intervention de l'État chinois. Quels sont-ils ? Ils concernent 2 autres domaines très influents sur la société et très influents sur la jeunesse. Donc il y a une volonté de reprise en main de la jeunesse. Donc l'éducation des jeunes et la vie des médias. Et cela, il y a quelques jours, n'est-ce pas, vraiment à la rentrée scolaire. Et puisque j'exprime cette idée de rentrée scolaire, les nouveaux manuels scolaires font référence aux pensées du président Xi. Le président Xi, il est pratiquement président à vie, n'est-ce pas ? Et donc, il y a un parallèle aussi intéressant. De l'autre côté de la frontière chinoise, la Russie, vous avez aussi un président à vie et avec des décisions aussi très radicales dans la gestion de la société. Donc, voyez-vous, il y a des événements intéressants, très, très importants qui se déroulent. Donc, en Chine, pour revenir à notre sujet, les manuels scolaires, maintenant, mentionnent l'amour que la jeunesse doit porter au parti, l'amour que la jeunesse doit porter au pays, l'amour que la jeunesse doit porter au socialisme. Donc, en mentionnant aussi l'absolue prédominance du Parti communiste chinois sur les forces armées. Donc, et
in fine, en exprimant que l'objectif du Parti communiste chinois est l'amélioration du niveau de vie par le développement. Donc voyez-vous, tout cela est bien ficelé, mais c'est d'une radicalité vraiment extrême, de façon à avoir un seul pays, un seul peuple, une seule jeunesse. Et deuxièmement, donc aussi dans les médias, en particulier à la télévision, donc suppression d'animateurs à physique équivoque, peut-être un peu efféminé, lutte contre la pop culture, blocage de comptes de blogueurs immensément connus dans le pays, vedettes du showbiz accusées de viol. Donc vous voyez un ensemble de décisions, d'actions qui permettent donc de mettre la main sur le comportement de la jeunesse. Et à titre exemplaire, une actrice très très connue en Chine, Zhen Xuang, a été condamnée à 46 millions de dollars d'amende pour évasion fiscale. Donc toutes les panoplies sont utilisées pour mettre la vie des médias et influencer dans l'esprit du parti la jeunesse chinoise. En effet, votre description est assez saisissante, et d'autant plus que vous avez précisé que toutes ces décisions ont été prises ces toutes dernières semaines, voire ces tout derniers jours. Qu'en déduisez-vous? Quel est l'objectif recherché et la stratégie du Parti communiste chinois? Eh bien, je dirais que le ciel s'obscurcit. Le ciel s'obscurcit un petit peu à l'intérieur. Donc, la crise du Covid n'est pas réglée. Les affaires économiques internes et externes donc, dépendent toujours de ce Covid. Les démocraties occidentales sont de plus en plus en alerte sur la stratégie de domination de la Chine. La Chine est attaquée sur les droits de l'homme. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, sa population a commencé son déclin en nombre et son déclin en âge moyen. Donc on a là des forces centrifuges vis-à-vis de la force que la Chine a montrée depuis une vingtaine d'années. Donc face à cette force centrifuge qui pousse donc les ressources chinoises à s'étioler, eh bien il y a une reprise en main. On le voit donc sur la société, on le voit sur la frontière donc maritime chinoise vis-à-vis de tous ses voisins, vis-à-vis de Taïwan, vis-à-vis donc des forces armées avec la construction d'un troisième porte-avions. Donc la Chine a besoin, devant ces possibles difficultés, d'une population sans faille, de la jeunesse avec de dirigeants d'entreprise qui soient aux ordres. Elle a donc pris la décision de durcir son modèle dans tous les compartiments où elle a décerné des potentielles failles à l'unité de sa société et à la totale domination du Parti communiste chinois. Si je comprends bien, vous souhaitez donc nous alerter sur ce nouveau modèle chinois, nous informer que la Chine se met, selon votre expression en introduction, en ordre de bataille. Tout à fait, Jacqueline. Il s'agit bien de cela. Et donc, au-delà, et pour accompagner ces renforcements et ces décisions abruptes internes, eh bien, il y a aussi tout un plan de développement externe donc, qui concerne son influence et sa capacité à influencer les populations des démocraties. Donc, elle s'est lancée dans un vaste programme de relations publiques, si je puis dire, qui cible donc les États-Unis, l'Australie et progressivement l'Europe, avec des stratégies de relais culturels, politiques, diplomatiques dans les cinémas, dans les médias. Donc, il y a 4 objectifs, 4 thèmes. Défendre le modèle chinois aux yeux du monde, il est le meilleur. Vanter la tradition du pays. Troisièmement, convaincre de sa bienveillance, voyez-vous, nous sommes agressifs mais nous sommes gentils, et installer sa puissance. Donc nous sommes devant un plan stratégique, pensé, global, intérieur et extérieur. Nous sommes prévenus, nous avons à nous préparer. Merci Gérard de nous avoir donné en si peu de temps une description aussi précise des enjeux et des forces qui se mettent en place
entre la Chine et le monde occidental. Votre fresque est spectaculaire, voire inquiétante, et je suis absolument sûre que nous aurons l'occasion de revenir de nombreuses fois sur ce sujet. Chers auditeurs, notre émission Décryptons le monde touche à sa fin. Merci de votre présence sur notre antenne. Nous vous disons à jeudi prochain.